Un feuilleton passionnant. Qui a saboté le gazoduc Nord Stream 2? C'est pas seulement parce que voilà, il est question de sabotage que c'est passionnant. C'est parce que dès le début, il y avait eu des accusations qui ont été portées, notamment contre les Russes, et que depuis, on ne sait pas. C'est un mystère complet. Or, il y a deux sources différentes, deux enquêtes qui laissent à penser que ce pourraient être les Ukrainiens qui l'ont fait. Donc on va voir ça avec nos invités. Jean de Glignasti, qui est toujours avec nous, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie. Je me rappelle très bien de vous, Jean de Glignasti, lorsque on avait appris cet sabotage assez spectaculaire. On va rappeler dans quelles conditions vous aviez dit « Les Russes, je ne le sens pas ». Merci d'être avec nous, Général Dutart. C'était une opération très audacieuse, hein, on le rappelle, une opération sous-marine. Complètement, et sur un gazoduc qui fait plus de 1000 km de long, et caractéristique, c'est que c'est pas fait au milieu de la mer Baltique, hein, ou proximité des côtes russes, ça s'est fait presque aux portes de l'Allemagne en fait. Et donc ça c'est intéressant, et puis pas si profond que ça, hein, c'est de l'ordre de 55-60 mètres de profondeur, et c'est encore un mystère, mais effectivement les derniers éléments qu'on a entendus hier, New York Times et également... Alors on va en parler, on va en parler dans le détail. Philippe Gély, merci aussi d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur adjoint de la rédaction au Figaro, ancien grand reporter, et Oksana Melnichuk qui est en France et souvent avec nous, et on est toujours très heureux de vous recevoir, politologue ukrainienne en France depuis 1 an, jour pour jour. Oui, et je voudrais remercier Jacques Cortès et Patrice Duché d'Orléans qui m'ont aidé de partir de la frontière ukrainienne. Qui vous a aidé précisément? C'était une directeur de théâtre Les Têtes Noires d'Orléans, Patrice Duché. Directeur de théâtre. Et Jacques Cortès, un comédien d'Orléans aussi, qui ont venu, ils ont amené l'aide humanitaire à la frontière ukrainienne, ils ont proposé repartir avec eux en France. Et ce sont eux qui vous ont aidé à quitter votre ville. Vous nous rappelez votre ville de départ? Il nous a récupérés à la frontière ukrainienne. Mais vous, votre ville de départ? C'est Kiev. C'était Kiev. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et vous étiez parti le jour de la journée de la femme. Exactement. Voilà. Merci d'être avec nous, Oksana, et on salue votre courage aussi. Nargis Hadji, bonjour, rebonjour. Vous avez lu ce rapport du Wall Street Journal et également du New York Times, ne pas confondre, et également les résultats d'une enquête de 4 médias allemands, dont Die Zeit, et elles convergent, ces conclusions. Elles désignent les Ukrainiens. Rappelez-nous d'abord ce qui s'est passé, Nargis. Exactement. Alors, pour rappel, l'opération de sabotage a eu lieu fin septembre en pleine mer Baltique. 4 explosions sous-marines ont endommagé 2 gazoducs, des gazoducs qui relient la Russie à l'Allemagne, créant 4 énormes fuites de gaz. Les premières explosions ont eu lieu sur le Nord Stream 2 dans la nuit du 26 au 27 septembre, et les 2 autres ont lieu à 75 km au nord sur le Nord Stream 1. 15 heures plus tard. Depuis, les spéculations affluent. C'est d'abord la Russie qui est immédiatement accusée d'avoir posé les explosifs par la Pologne, mais aussi par l'Ukraine. Une accusation sans preuve. La Russie, à son tour, vise la Grande-Bretagne, puis l'Occident. Écoutez. Je parle de sabotage sur les pipelines Nord Stream 1 et 2. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte de terrorisme international dont le but est de saper la sécurité énergétique de tout un continent. La piste américaine a elle aussi été évoquée et plusieurs éléments ont été cités. Le mois dernier, le journaliste d'investigation Seymour Hersh, dont les investigations sont très discutées depuis plusieurs années, a directement accusé Joe Biden dans ce rapport qu'il a publié sur son blog. Il s'appuie notamment sur les déclarations du président américain qui rétrospectivement peuvent sembler troublantes. Nous sommes le 7 février 2022, soit 2 semaines avant le début de l'invasion. Écoutez. Si la Russie envahit, c'est-à-dire que des tanks et des troupes traversent la frontière de l'Ukraine à nouveau. Alors, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin.
Suite aux nombreuses accusations, Washington a démenti. Voici un extrait du New York Times. Les responsables qui ont examiné les renseignements ont déclaré qu'ils pensaient que les saboteurs étaient très probablement des ressortissants ukrainiens ou russes, ou une combinaison des deux. Les responsables américains ont déclaré qu'aucun ressortissant américain ou britannique n'était impliqué. Donc des Ukrainiens et des Russes, l'étau se resserre sur des saboteurs ukrainiens, Nargis. Exactement, c'est l'une des pistes évoquées dans le New York Times, un groupe pro-ukrainien sur la base de renseignements donnés par des responsables américains. Selon eux, les saboteurs sont des opposants à Vladimir Poutine. Un autre extrait du New York Times révèle qu'ils pensaient que les saboteurs étaient très probablement des ressortissants ukrainiens ou russes ou une combinaison des deux. Le gouvernement ukrainien, quant à lui, ne serait pas du tout impliqué dans cet attentat. Le rapport est très prudent et reconnaît qu'il reste des zones d'ombre. Alors à quelle organisation appartiennent ces saboteurs? Quels sont les noms des commanditaires? Comment cette opération a pu être financée? Certains éléments restent encore très flous. D'autres éléments de réponse ont été apportés par 4 médias allemands, dont Die Zeit. Ils tirent ces informations d'entretien avec des sources dans plusieurs pays. Il s'agirait donc d'une équipe de 6 plongeurs. On les voit ici, 5 hommes, une femme. Une enquête criminelle aurait permis d'identifier le bateau utilisé pour le sabotage. Celui-ci aurait été loué avec des faux passeports par une société basée en Pologne et appartenant apparemment à des Ukrainiens. Un vrai roman feuilleton. Des traces d'explosifs ont même été détectées sur la table de la cabine du bateau. Voilà, merci beaucoup Nargis. C'est vrai que là, on est vraiment très précis dans le modus operandi. 6 plongeurs, dont une femme, des faux passeports qui ont été délivrés par une société basée en Pologne, qui appartiennent à 2 Ukrainiens. On s'approche au plus près. Et puis des traces d'explosifs détectées sur la table de la cabine du bateau. C'est vrai, c'est pas un roman, mais c'est un feuilleton avec ses rebondissements. Sur la piste ukrainienne, j'aimerais d'abord avoir votre avis. Les révélations du New York Times écartent la piste russe et la piste américaine. Est-ce que... Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous, de toute façon, vous l'aviez écarté d'emblée, la piste russe. Oui, mais évidemment, c'est commode pour tout le monde d'incriminer l'Ukraine, pour une raison très simple, c'est que l'Ukraine est légitime. Elle est en guerre, son pays est envahi, c'est un acte de guerre. Et donc, que l'Ukraine se venge ou détruise les tuyaux russes, c'est normal. Donc, ça arrange les Américains, ils ne sont pas dans le coup, ils ne craignent pas de représailles russes. Ça arrange tout le monde. Les seuls que ça arrange peut-être pas, c'est les Allemands, parce qu'ils auraient pu avoir besoin de ce gaz dans le futur. Et donc en fait, c'est, j'allais dire haro sur le Baudet, mais en même temps, le Baudet est légitime, en l'occurrence, de donner ses coups de pied. Et puis je dirais une chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui sont capables de faire ça. On a dit que c'était seul l'État qui pouvait faire ça. Ça, c'est intéressant aussi. C'est un point intéressant du rapport, c'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que seul un État pourrait commanditer une opération aussi spectaculaire. En réalité, ce que dit le New York Times, c'est que effectivement, ça pourrait provenir d'un groupe, alors peut-être commandité par un État, mais pas les agents de l'État à proprement parler. Général Dutartre. Oui, mais ça peut être des anciens agents d'État. Moi, c'est ce que je pense. Je trouve que l'enquête, notamment allemande, est extrêmement intéressante. Le fait qu'on ait identifié le bateau, qu'on ait identifié le fait qu'il y ait des faux passeports, on ait identifié que le commanditaire, entre guillemets, c'est une société polonaise tenue par les Ukrainiens, ça fait beaucoup quand même. Beaucoup des éléments, qu'il y ait 6 personnes, donc effectivement, et qu'il y ait une enquête diligentée à la fois par les Allemands, je crois les Suédois et les Danois, tout ça c'est extrêmement intéressant. Alors après, qui est responsable? On peut imaginer, comme le dit Jean de Giniasti, on comprend parfaitement, les Ukrainiens sont en guerre et quand ils font des opérations un peu commando, ils ne revendiquent pas. Je pense que je ne sais pas si c'est officiel, on peut tout imaginer. Par contre, effectivement, la piste russe s'éloigne un peu. Moi, j'avais 3 scénarios, les Ukrainiens avec les Britanniques,
Alors, les Ukrainiens avec les Britanniques, c'était votre scénario. Moi, au départ, pourquoi les Britanniques? Mais parce que c'est des spécialistes des opérations spéciales ils auraient formé les Ukrainiens à cette opération. Pu les former. Et puis, effectivement, les Américains, c'est troublant ce qu'avait dit à l'époque Joe Biden. Alors, on en redit. Voilà. Donc, c'était un peu cette phrase incroyable. Pour moi, au départ, les deux scénarios. Après, on peut tout envisager à partir du moment où c'est un groupe commando, mais qui sont entre guillemets ces commandos spécialistes, qui les a armés, parce qu'il faut amener quand même des explosifs, et qui a demandé ce que ça se fasse. Il y a quand même, c'est pas le plongeur moyen, je veux dire privé, qui va tout d'un coup aller faire ce type d'opération. Est-ce qu'on avait dit au début que les Ukrainiens, effectivement, ils n'avaient pas les moyens de mener cette opération. Donc, ça évidemment, ça détournait les soupçons. Monsieur Podolyak, le conseiller du président Zelensky, a réagi assez vivement. De nouveaux renseignements examinés par des responsables ukrainiens suggèrent qu'un groupe pro-ukrainien a mené l'attaque contre les pipelines. Bien que j'aime collecter d'amusantes théories du complot sur le gouvernement ukrainien, je dois dire que l'Ukraine n'a rien à voir avec l'accident de la mer Baltique et n'a aucune information sur des groupes et sabotages pro-ukrainiens. Le rapport du New York Times exonère Kiev de toute responsabilité. Il le dit, ça n'est pas Zelensky, ça n'est pas le gouvernement, mais ça peut venir d'un groupe ukrainien. Ils ne disent pas que ce ne sont pas le Zelensky ou le gouvernement, ils disent qu'ils n'ont aucun élément permettant d'incriminer qui prouve les autorités ukrainiennes. Et les enquêtes menées par les Allemands, dont témoignent les médias allemands, disent la même chose. Bon, maintenant, ce qui est clair, c'est que ce qui manque, c'est des visages des visages et des noms. Quelle est votre hypothèse? Est-ce que vous pensez que ce que dit le New York Times, qui est quand même documenté par la presse allemande avec alors là, on est au plus près des résultats de l'enquête, hein. Le rapport dont fait état le New York Times, honnêtement, ça a tout l'air d'un rapport fourni par les autorités américaines, lourdement amendé et effacé, comme heavily redacted, comme on dit en anglais, c'est-à-dire avec des passages en noir. Il n'y a pas beaucoup de choses concrètes dans le rapport du New York Times. Il y a plus de choses dans le rapport allemand, si je puis dire. Le rapport de la presse allemande, parce que là, on identifie un bateau, on parle de ces traces explosifs, on donne le nombre des plongeurs. Si on a des faux passeports, on a des noms, on va commencer à chercher ces gens et on va voir ce qu'ils ont à dire, c'est-à-dire qui a commandité l'opération. Encore une fois, il faut toujours souligner, comme l'a fait Jean de Guignasty, l'Ukraine est attaquée, elle est en guerre, c'est assez légitime d'avoir ce type d'opération, même clandestine, contre une cible qui en l'occurrence n'est pas directement une cible russe, parce que c'est autant une cible allemande qu'une cible russe, même si le pipeline appartient aux Russes. Dès le début, on voyait bien que les Russes pouvaient jouer avec le robinet du pipeline. Ils n'avaient pas besoin de faire sauter un pipeline qui leur appartient. Ça peut compliquer les relations entre l'Ukraine et l'Allemagne, avec une partie de la classe politique allemande qui n'est pas enthousiaste à l'égard de l'aide militaire qu'a consenti le chancelier Scholz. On a vu des manifestations de l'extrême droite allemande contre cette aide. S'il s'avère que c'était un coup, entre guillemets, même un joli coup peut-être, mais un coup en tout cas de Kiev, ça pourrait compliquer un peu la tâche le soutien apporté par... oui. Si on a un jour la preuve que ce sont les Ukrainiens qui ont saboté pipeline, pour les Allemands... oui, c'est un peu amer. C'est un peu amer. Ça va compliquer quand même la relation. L'aide, le soutien... c'est un peu amer. Mais quand même pour l'instant, on ne peut pas anticiper leur réaction. Juste avant d'entendre Oksana, 6 plongeurs, tels que le décrivent la presse allemande, ça suffit? Ah oui, je pense... Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste des opérations sous-marines. Il faut demander à quelqu'un qui... Je ne savais pas qu'on pouvait plonger comme ça à 60 mètres de profondeur. Si, on peut. On n'a pas besoin d'un... Mais c'est quand même des gens bien entraînés, des professionnels, manipuler des explosifs, manipuler des détonateurs, sans prendre le risque que ça explose alors qu'ils sont en bas. C'est quand même un travail de professionnels. Il semble, en tout cas. Hein. Et en plus, le fait qu'ils aient des faux passeports. Et pourquoi ils auraient des faux passeports? C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être repérés, parce que c'est une opération qui est quand même relativement bien organisée.
Alors, moi, je pense qu'il faut attendre que l'enquête progresse, hein, mais elle est effectivement très intéressante parce que qu'on ait déjà identifié un bateau, qu'on ait des traces de l'explosif et qu'on a repéré 6 personnes avec effectivement des noms sur les passeports. Mais en tout cas, je reviens aussi à ce que disait Jean de Ginastie. Dans tous les cas, je ne sais pas si c'est les Ukrainiens, mais si c'était les Ukrainiens... Alors, des Ukrainiens et des Russes. Comprendre. Des Ukrainiens et des Russes. Et des Russes anti-Poutine. Et des Russes anti-Poutine. Ce qui est indiqué, oui. Ce que dit le New York Times, c'est que c'est une action de l'opposition russe. On n'a pas vu de l'opposition à Vladimir Poutine. Depuis 1 an, on n'a pas vu beaucoup d'actions militaires des opposants russes, hein, quand même. Sauf en Ukraine, il y a quand même des unités de Russes qui se battent mais qui sont en position officielle en fait, qui sont engagés dans un bataillon international. Ouais. Est-ce qu'on peut faire le lien peut-être avec l'assassinat de Douguine ? On n'a jamais su vraiment qui avait tué Douguine, un énorme explosif sous sa voiture. Finalement, c'est sa fille, qui est morte dans cet attentat. Là, il y avait aussi un certain savoir-faire. Et on ne sait pas finalement si ce sont les renseignements ukrainiens ou un groupe anti-Poutine qui avait procédé à cet attentat. Il y a peut-être là un peu les mêmes questions qui se posent si c'est bien des Russes et des Ukrainiens anti-Poutine qui l'ont fait. Il ne semblerait pas en tout cas, que ce soit la politique ukrainienne d'attenter à des personnes, en fait. On ne l'a pas observé, hein, dans les 2 cas, c'est préoccupant pour le Kremlin. Oui. Parce que soit ça veut dire qu'il y a des unités clandestines dans l'armée ukrainienne qui sont capables de mener ce type d'opération effectivement assez pointue et qui demandent un certain professionnalisme, soit ça veut dire qu'il y a une opposition à Poutine qui est une opposition armée, militaire, qui est capable de mener des actions qu'on qualifierait de terroristes. Vous ne croyez pas si bien dire, peut-être, parce que le Kremlin vient de réagir en contestant cette hypothèse. Très officiellement, Peskov, le porte-parole du Kremlin, dit « Voilà, on cherche à détourner l'attention. Il est clair qu'il s'agit d'un coup médiatique coordonné, donc il doit évoquer à la fois l'apparition dans le New York Times et dans la presse allemande. Détourner l'attention d'où, de qui ? Sans doute des États-Unis. Parce que Moscou a toujours tenu pour coupables, évidemment, les Américains. Alors, Oksana, vous avez entendu ces déclarations, d'abord ces révélations de la presse, et puis ces déclarations côté ukrainienne, et là, Moscou qui dit non, là on fait diversion. C'est un coup des Américains. Vous savez, je suis retenue de toutes les accusations avant que l'enquête soit finie. Je pense que la déclaration du New York Times, elle est un peu prématurée déjà. Et puis, j'ai l'impression que le New York Times, ces derniers temps, ils ont vraiment un vrai grand problème d'attirer l'attention des lecteurs parce qu'ils jettent très souvent les trucs plutôt sensationnels qui n'ont après aucune confirmation. Et je voudrais... Est-ce qu'il est possible pour vous qu'un groupe qui n'a pas été téléguidé ou ni autorisé par le pouvoir de Kiev ait mené cette opération, mélange d'Ukrainiens et de Russes pour porter un coup à Poutine, pour accuser Poutine, pour faire accuser Moscou. Vous savez, j'aimerais bien croire que les Ukrainiens sont capables de le faire. Mais comme dit Patrick, je ne pense pas que nous sommes en capacité de le faire déjà parce que toute notre attention est attirée sur le front et sur la guerre. Ce sera trop facile d'accuser l'Ukraine parce que, comme vous dites, tout ça, c'est légitime pour nous. Donc, on peut tout maintenant jeter sur notre tête, mais on exclut une hypothèse qui pourrait être très probable, ce que vous savez à l'Union soviétique. Quand vous construisez les grandes stations nucléaires ou quand vous construisez les grands avions, il y a toujours une astuce d'ingénieur que si il y a les cas de danger, que ce truc-là va retomber entre les mains des ennemis, il y a un système de autodestruction. Et on n'exclut pas en Ukraine que les Russes pouvaient prévenir un système de autodestruction pour cette Nord Stream s'il y aura un péril comme ça. Voilà. C'est une hypothèse dans ce mystère épais. Mais je pense que c'est très prématuré par la presse quelconque de tirer les conclusions avant que l'enquête soit finie. C'est irresponsable. Il y a 3 enquêtes
on ne saura peut-être jamais, mais quand même, il y a 3 enquêtes, une allemande, une norvégienne et une 3e aussi. Il y a un petit drapeau qui était là, et on n'a pas parlé du pays dans l'info. On va revoir l'infographie avec les plongeurs. Et ce drapeau, c'est la Pologne. Quand on regarde à qui profite le crime, en fait, il y a 3 grands canaux qui amènent le gaz vers l'Europe occidentale. Il y a Nord Stream à travers la Baltique, il y a Yamal à travers la Pologne, et il y a Fraternité, Bratstvo, à travers l'Ukraine. Pour des raisons de guerre, l'Ukraine est hors concours, si je puis dire, elle est hors sujet. Nord Stream est démoli, qu'est-ce qui reste? Yamal. Et en fait, le gaz et le pétrole passent par Yamal, par la Pologne. Donc si on applique la règle à qui proteste, à qui profite le crime, ce petit drapeau polonais ici n'est pas totalement innocent. C'est vrai que... Mais on imagine les conséquences si c'est au sein de l'Union européenne. Si c'est la Pologne, on rappelle que il a coûté très cher ce gazoduc, et que l'Allemagne avait mis quand même avait investi énormément d'argent. Donc penser qu'un pays européen, ou même l'Ukraine d'ailleurs, a pu l'endommager, ce serait quand même assez embarrassant d'un point de vue diplomatique. Ce serait un cataclysme au sein de l'Union européenne. Mais et alors la Pologne, n'en parlons pas. On est dans la spéculation pure, donc... Vous savez, le plus grand cataclysme, c'était la construction de cette Nord Stream. Je pense que toutes les questions, il faut poser à Madame Merkel, qui reste à mon grand surprise à l'ombre, personne ne l'interroge. Vous aimeriez lui poser quelle question à Madame Merkel, si elle était en face de vous? Mais est-ce qu'elle ne se sent pas coupable de la guerre avec cette Nord Stream? Non, dit Jean de Lignassi, qui en diplomate ne poserait pas la question de la même façon, c'est sûr. Allié de Poutine, il fait augmenter Poutine, il a fait monter. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur quand même ces informations du New York Times, parce que le journal rappelle que Kiev, le gouvernement de Kiev, son armée, a pu mener des opérations audacieuse, réussie, de sabotage sans en informer Washington. Elle n'a pas toujours la maîtrise de tout ce que font. Les Américains ne maîtrisent pas, ne contrôlent pas absolument à 100% les actions des Ukrainiens. Et par exemple, on se souvient que sur le pont de Kerch, le sabotage n'avait pas forcément reçu l'autorisation de Washington. Vous êtes d'accord? Quand il y a eu les bombardements de la base russe d'Engels, et celle aussi de Ryazan d'ailleurs, il n'y avait pas eu non plus de feu vert américain. Les Ukrainiens savent faire des opérations sans en informer préalablement et sans que Washington ne le sache. C'est quand même une nation indépendante, et en plus en guerre. Donc, autant qu'on sache, la seule limite que de l'intervention des Américains, concerne l'usage des armes qu'ils donnent aux Ukrainiens. Et jusqu'ici, aussi bien à Engels que sur Kerch et ailleurs, il n'y a jamais eu de mise en cause de matériel donné par les Occidentaux. Non, effectivement. Mais ce que signale le New York Times, c'est que malgré cette dépendance extrême, en termes évidemment de soutenabilité de la guerre, Kiev s'autorise à lancer des opérations sans transparence d'une certaine façon avec son allié. Oui, mais... Et que donc là, elle signale que Kiev n'aurait pas forcément prévenu Washington. Mais il y a eu des précédents. C'est tout à fait juste, mais les Américains l'ont rappelé, l'Union européenne l'a rappelé, les Occidentaux l'ont rappelé, nous ne sommes pas en guerre, et l'OTAN l'a rappelé, l'OTAN, les Américains, les Européens ne sont pas en guerre avec la Russie. Ils sont là pour aider l'Ukraine à résister à cette guerre qui lui est infligée par côté russe. Et les Ukrainiens sont totalement légitimes, si vous voulez, de survivre, d'essayer de survivre. Et donc ces opérations secrètes sont dans ce cadre-là. Effectivement, comme le disait très bien Philippe Gélis, c'est que la seule chose que mettent les Occidentaux, c'est les armes que l'on vous donne, on ne veut pas que vous les employiez sur le territoire russe. C'est la seule condition. Mais tout le monde est d'accord pour que l'Ukraine se défende et donc, à la limite, n'a pas forcément à justifier ces opérations secrètes dans la mesure où elle joue sa survie. Mais il me semble quand même qu'à un moment ou un autre, les Américains ont dit indirectement qu'ils n'appuyaient pas ces opérations. C'était pas Alors, on va écouter Anthony Blinken. Vous avez raison. Ils n'approuvaient pas. Anthony Blinken, on dit, voilà, on va l'écouter d'ailleurs, c'est le ministre des Affaires étrangères américain, on n'a pas donné notre feu vert.
Nous n'avons ni encouragé, ni aidé les Ukrainiens à frapper à l'intérieur de la Russie. C'est tout, là, c'est formidable. Oui, il suffit de demander, Jean-Luc Ignassi, vous évoquez, et à la régie, Marion Villette, tout de suite, lance le son. Et effectivement, il l'avait dit, bien sûr, et on s'en souvient bien. Alors, est-ce qu'on saura un jour, Général Dutartre, ce qui s'est passé? Nord Stream? Ouais. Je pense, oui, mais il faudra du temps. Dans combien de temps? Parce qu'à partir du moment où on a trouvé le bateau, on a trouvé qu'il y avait des traces d'explosifs, on a trouvé donc quasiment peut-être la date et l'heure, qu'on a trouvé 6 passeports, peut-être trouvé quand même, avec des noms affichés, il y a peut-être des informations quand même. Alors, ça prendra certainement du temps, mais c'est pas impossible qu'on sache. Mais après, est-ce que la vérité sera bonne à dire? Ça, c'est autre chose. Donc, est-ce qu'elle sera révélée? Je ne sais pas. Mais vous savez, on est à une époque où tout se sait. Tout se sait. Ça prend du temps, mais tout se sait. Et ça, tout est transparent. Et tout sort à un moment dans les journaux, donc il faut que chacun soit responsable de ses actes. Vous souhaitez qu'on le sache? Oui, mais je voudrais revenir à le truc, si les Ukrainiens ont demandé ou pas demandé aux Américains. Je voudrais rappeler que nous sommes l'État souverain et nous n'avons pas demandé chaque pas auprès des Américains. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut que tout le monde sache et se souvienne que tout ce que font les Américains pour nous aider, c'est pas à la merci, on ne demande pas. C'est parce que les Américains, comme les Britanniques, ils étaient les garants de la mémorandum de Budapest quand l'Ukraine, je rappelle, elle a rendu 1900 ogives nucléaires et on a détruit 483 avions militaires. Donc, et tout ce que nous recevons maintenant, c'est en garantie, c'est parce que en contrepartie de tout ce que l'Ukraine a rendu à l'époque. On verra. Vous pensez qu'on saura la vérité un jour? Hier, je vous aurais dit probablement non, mais comme le souligne le général Dutartre, maintenant, on a quand même des pistes assez sérieuses. Si on a des passeports, même faux, avec des visages en photo dessus, on doit pouvoir arriver à identifier ces gens. Si on connaît le bateau, on sait de quel port il est parti, on sait quel jour, on sait qui l'a loué ou qui l'a prêté, à qui il appartient. Donc la prochaine étape, c'est effectivement d'avoir l'identité d'un certain nombre, peut-être pas tous, mais de ce commando. Et là, on va bien commencer à les chercher et on va peut-être les trouver. Et on va peut-être leur poser quelques questions. Et comme vous le dites, tout est transparent aujourd'hui. Il y a dans cette enquête des pays scandinaves très à cheval sur la transparence dans ce type de sujet. Même côté américain et côté allemand, il y a quand même un désir de savoir le fin mot. Donc aujourd'hui, je suis, en tant que journaliste, plus optimiste sur la possibilité de connaître le fait. Même question, oui, on le saura un jour, et on le saura pas. Parce que si on le sait dans 80 ans, ça n'a pas grand intérêt, évidemment.